Bonjour à tous. Cet épisode porte sur ma saison au Club Med Playa Blanca pendant l'hiver 1996-1997. Allez, c'est parti! Épuisé, je suis arrivé au Club Med Playa Blanca sous les étoiles du soir le 15 novembre 1996, accueilli par Sean, un visage familier de mes jours à Turks et Caicos. Elle m'a immédiatement conduit à une réunion des JO et j'ai presque éclaté de rire. Tu plaisantes, non? Et j'ai grogné, mon corps endoloré par une journée entière de voyage. Le hochement sérieux de Sean m'a guidé vers le théâtre animé où toute l'équipe des JO était assise, les yeux rivés sur Loulou, le chef de village, qui se tenait à l'avant. Pas le temps d'être nerveux, heureusement, je n'étais pas timide. En balayant la salle du regard, j'ai repéré Tim, le Californien décontracté de Saint-Lucie, et Jenny, qui gérait la boutique à Turks. Au-delà, c'était une mer d'inconnus prêts à façonner cette nouvelle saison. Après la réunion, Loulou m'a présenté à l'équipe vibrante des JO, leur sourire accueillant perçant la brume de ma fatigue de voyage. Épuisé, on m'a conduit à ma chambre, un recoin aigu et modeste. Ce n'était rien comparé au spacieux quartier du JO à Columbus Isle, clairement la référence absolue. Pourtant, c'était mon petit coin d'intimité, un sanctuaire modeste. Le lendemain matin, je suis parti explorer le village, le soleil projetant une lueur chaleureuse sur les sentiers animés de Playa. Le chef des sports, Patrick Serva, un homme authentiquement chaleureux, m'a accueilli avec un sourire facile, donnant le ton pour une saison prometteuse. Le Club Med Playa Blanca était pure magie. Chaque JO et GM qui est passé pleure sa fermeture et pour cause, contrairement à Cancun, avec sa vie nocturne trépidante à 10 minutes en taxi, Playa se dressait seul dans la nature sauvage, le village lui-même étant le cœur de chaque fête. Sa discothèque, légendaire, une bête caverneuse et pulsante avec des enceintes géantes sur lesquelles on pouvait danser. À l'ouverture du village, j'ai décroché le job de récupérer les GM à l'aéroport de Manzanillo, une mission que j'ai rapidement adoptée. Le trajet d'une heure en bus est devenu ma scène. Micro à main, je racontais des histoires et faisais des blagues, transformant le voyage tout sérieux en une fête de bienvenue roulante. Nous diffusions une vidéo du village réalisée par notre chef d'animation Gus, un Australien dynamique qui savait chanter, jouer du violon et réaliser des tours de magie avec un charme naturel. Avec Bam Bam de Turks, il était l'un des meilleurs animateurs que j'ai jamais vu. Le génie de Gus brillait sur scène. Son numéro comique de manger une pomme impassible a failli me faire perdre mon sérieux de partenaire lors d'un spectacle, ce qui était rare pour moi. Gus est ensuite devenu chef de village et personne n'a été surpris. Écoutez l'épisode de podcast de Gus ou Luke Neal, où nous parlons de Playa Blanca et de l'aventure qu'il y a vécue. Il a également rencontré sa future femme Hélène, géo de cirque, cette saison-là, et a fondé une merveilleuse famille. Je ne peux pas parler de Playa sans rendre hommage à Oncle Larry, un GM dont j'aimerais parler. Oncle Larry vivait au Club Med toute l'année, dépensant 30 ou 40 000 dollars pour ce privilège. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. 6 mois à Playa, puis 6 mois à Cancun quand Playa fermait pour l'été. Oncle Larry était le personnage ultime du Club Med, peut-être le plus emblématique de tout. Pourtant, son t-shirt de cirque, Get Horizontal with Uncle Larry, il se pavanait dans le village comme une rockstar. Je ne pouvais m'empêcher de sourire face à son charme audacieux. L'aura extraordinaire de Larry incarnait la magie de Playa. Les matins frisqués à Playa, quand je me traînais hors du lit avant les autres JO des sports, Oncle Larry était déjà au bar, prêt pour la marche rapide de 8h15 le matin. Sa tenue, un spectacle à lui seul. Imaginez, une aube fraîche et voilà Larry, paradant en bottes de cowboy, un speedo vert citron à peine visible et un gilet de cuir noir avec une cravate bolo oscillant avec panache. Cette image est gravée dans ma mémoire, un instantané sauvage et inoubliable de l'esprit unique de Playa. Un jour,
Larry m'a attrapé avec un sourire malicieux et a insisté pour que je voie quelque chose dans sa chambre. Curieux, je l'ai suivi dans ses quartiers au rez-de-chaussée près du terrain de basket, sa maison permanente à Playa. Là, sur son lit, trônait une oreiller déguisée en une étrange mannequin, un chapeau Corona rouge posé dessus avec des involtures, une ceinture serrée autour de sa taille. Alors, qu'en penses-tu? M'a demandé Larry, les yeux brillants. J'étais perplexe, mon esprit s'emballait face à cet étrange spectacle. Je ne suis pas étranger à l'étrange, mais là, c'était un autre niveau. Finalement, j'ai craqué. C'est quoi, Larry? Il a expliqué que sa femme de ménage de longue date, qui rangeait toujours sa chambre, venait de perdre son père. Greg, tu penses que ça va lui remonter le moral? Demande-t-il sérieusement. J'ai marmonné peut-être poli, puis je me suis éclipsé rapidement, secouant la tête face au cœur sauvage, mais bien intentionné de Larry. Oncle Larry était un spectacle à lui seul, surtout lors des soirées Michou. Il s'est glissé dans une tenue de drague éblouissant, défilant dans le village de Playa pour promouvoir l'après-spectacle. Son sourire éclatant alors que les gemmes le prenaient pour un géo, une confusion qui lui ravissait visiblement. Un jour, curieux, je lui ai demandé pourquoi il vivait au Club Med toute l'année. Avec un regard nostalgique, il a partagé son histoire. Originaire de Chicago, il avait enduré ses hivers brutaux avant de chercher le soleil en Californie. Mais même là, les sourires s'estompaient. Puis, il a découvert le Club Med où tout le monde rayonnait toute la journée. Cette joie, dit-il, c'est assez réel pour moi. Alors, Larry est resté, année après année, une figure emblématique de la magie de Playa. Chaque semaine, j'affinais mon jeu de récupération à l'aéroport, transformant le trajet d'une heure depuis Manzanillo en une fête roulante. Micro en main, j'excitais les GM avec des blagues et des histoires, les mettant dans l'ambiance avant que les portes de Playa n'apparaissent. Je vendais des Corona à $1 chacune et certaines GM sautaient du bus, ignorant le discours de Bienvenue de Loulou, pour courir aux toilettes. Une nuit, j'ai fait signer une banderole artisanale par tous les GM, la présentant à Loulou avec un sourire pour quelques points de mérite bien gagnés. Moi, je n'étais pas vraiment fan des jeux de piscine, mais Playa avait un jeu que j'adorais, exclusif à notre village, le hockey sous-marin. Avec ses GM canadiens et américains fous de hockey, Playa était le seul Club Med à disposer d'une patinoire construite, selon la légende, par un chef américain obsédé par le hockey. Située derrière le théâtre, près du champ de tir à l'arc, elle accueillait des matchs quotidiens à 14h15 sous un soleil brûlant. Pour le jeu hockey sous-marin, l'équipe de plongée fabriquait des bâtons de hockey et un rondelle en plomb et les GM enfilaient masques et tuba. Un géo astucieux portait des gants. Bonne idée. Quand le jeu commençait, c'était le chaos total, les corps s'agitant comme une frénésie de requins ou des carpes japonaises poursuivant un varron. Cette blague sur les carpes, lancée au micro, a déclenché un éclat de rire de Mitsu, notre chef de plongée japonais, début à côté de moi. Après le match, les GM sortaient avec les jointures écorchées aux doigts, mais un sourire jusqu'aux oreilles, accro à cette folie. L'équipe de plongée bouteille de Playa m'a présenté l'un de mes JO préférés de cette saison, l'instructrice de plongée Dana Wines. Je n'étais pas sûr d'être son préféré. Cependant, ses regards en coin me donnaient l'impression qu'elle n'était pas ma plus grande fan. Des années plus tard, en interviewant Dana pour son épisode de My First Season, nous avons éclaté de rire en repensant à cet malentendu. Je me souviens que Dana s'était fait piquer par un scorpion cette saison-là. Dana est dure comme fer et je demandais secrètement si elle exagérait la douleur. Alerte spoiler, elle ne l'était pas. Ma propre piqûre de scorpion en 2004 à Cancun a prouvé que sa douleur n'était pas exagérée. Plus à ce sujet dans un chapitre ultérieur. Ne manquez pas l'épisode de Dana Wines pour son esprit vif et ses histoires. Un autre incontournable est Filippo, Pippo Feloni,
responsable tennis de Playa. Venant d'Italie, Filippo apportait une perspective fraîche et vibrante à son interview pour My First Season. Il est ensuite devenu chef des sports et assistant chef de village à Djerba-la-Douce en 2001. Puis, il y avait Michele, un autre géo-italien dont l'énergie débordante et le sourire éblouissant étaient carrément contagieux. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi résolument positif. L'enthousiasme de Michele galvanisait tout le monde autour de lui. Restez à l'écoute pour plus sur Michele dans le prochain chapitre. Parmi les géos inoubliables de Playa, il y avait Jeff Green, notre ingénieur du son, et Emmanuel Azuelos, notre maestro du tir à l'arc. Jeff était une force sur les terrains de volleyball et de basketball. Plongé dans les jeux de l'après-midi avec les GM, sa prouesse athlétique illuminait le parquet. Sa magie à la table de mixage préparait le terrain pour les nuits électriques de Playa. Mais son charisme sur le terrain volait la vedette. Emmanuel Azuelos, quant à lui, était né pour l'animation. Son esprit vif et ses pitreries me laissent plier de rire, transformant des moments banals en hors comiques. Tous les deux donnaient vie à Playa à leur manière. Ne manquez pas leurs interviews pour My First Season. L'énergie de Jeff et l'hilarité d'Emmanuel sont pure magie et vous serez accro dès la première histoire. Une autre histoire intéressante de Playa était celle de Rich Reichman, un GM qui a inversé les rôles et devenu GO après cette saison. Son passage de GM à GO était tout simplement l'inspirant et j'ai une photo précieuse avec lui pour le prouver. Rich s'est ensuite assis avec moi pour une interview de My First Season, partageait son parcours remarquable avec chaleur, offrant un rare aperçu de la magie de changer les journées ensoleillées d'un GM contre l'effervescence vibrante d'un GO. Son histoire est un véritable bijou. Ne manquez pas son épisode sur le podcast. J'ai également eu le plaisir de travailler avec Salvador Cortez, géo de trafic, qui m'a gentiment accordé une interview. J'ai découvert qu'avant de rejoindre le Club Med, il avait été volontaire dans l'équipe de secours alpin mexicain et était un passionné d'alpinisme. Assurez-vous de découvrir son interview fascinante. Un autre géo manquant de cette saison que j'aimerais souligner est Vladimir Malin. Il a commencé son aventure au Club Med en 1996 comme standardiste téléphonique et a gravi les échelons pour devenir responsable des services de loisirs et même chef de village par intérim. Cette saison était vraiment remplie de talent et si vous voulez en savoir plus sur le parcours incroyable de Vlad, écoutez son épisode sur My First Season. Il y a tant d'autres que j'aimerais mentionner, mais par respect pour leur vie privée, je m'abstiendrai. Ils savent qui ils sont et je leur suis éternellement reconnaissant. Quand je suis arrivé à Playa, j'étais célibataire. C'était la première saison où j'étais en couple dans un village pour célibataires et généralement célibataire dans un village pour famille ou couple. Laissez-moi faire les choses à l'envers. Quelques semaines après mon arrivée, un géo m'a pris à part un soir et m'a dit qu'une certaine géo m'aimait. Ils ont refusé de me dire qui et m'ont fait deviner. Après avoir nommé toutes les femmes du village, ils ont dit que j'en avais oublié une. J'ai insisté que non, mais quand ils ont révélé le nom, j'étais abasourdi. J'étais certaine que cette géo ne m'aimait pas du tout, encore moins que Dana Wines. Il semblait toujours que lorsque j'étais près d'elle, je captais un regard de dédain. Elle me grondait constamment pour ne pas porter de chemise, ce qui était juste parce que je n'avais jamais besoin de beaucoup d'excuses pour l'enlever. J'étais le Matthew McConaughey du Club Med, rendant les régisseuses fous. Pendant les répétitions, je m'approchais d'eux sur scène et demandais complètement sérieux à quel moment du spectacle je devais enlever ma chemise. Il me disait poliment de me taire, de retourner à l'arrière et de rester près du rideau et de la machine à fumer. Vous pouvez imaginer ma surprise quand j'ai enfin confronté cette géo et qu'elle a admis que oui, elle m'aimait. Pour faire court, les choses ont vite
évolué et bientôt nous étions en couple. C'était la première saison au Club Med où j'avais une petite amie. Et ça s'est passé à Playa Blanca, un complexe connu pour être un paradis pour célibataires, où certaines semaines, les femmes surpassaient même les hommes en nombre. Je sais, seul moi pouvais rire sur ça. Tout ça, cela pour dire que pendant les quelques semaines où j'étais célibataire au début de la saison, j'ai rencontré un GM au dîner qui, de nulle part, m'a demandé si j'avais déjà senti des phéromones. Je me souviens avoir pensé, hein? Quoi? Elle a continué à expliquer que les phéromones sont des substances chimiques qui influencent le comportement des animaux, bien que leur rôle chez les humains soit non prouvé et qu'il n'y a aucune preuve solide que les produits des phéromones commerciaux affectent réellement l'attraction ou le comportement. Mais j'étais curieux et convaincu que je serais immunisé contre ce genre de choses. Elle a admis qu'elle n'avait pas les petites fioles avec elle et a suggéré que nous allions dans sa chambre pour que je puisse les essayer. Uh-huh. Pour faire court, je les ai sentis et je n'ai rien ressenti de différent. Et malheureusement, c'est là que cette histoire s'arrête. Bon, changeons de sujet. Plongeons dans la journée olympique. La journée olympique à Playa promettait toujours du plaisir, mais un relais de natation Australian Crawl est devenu inoubliable. Nous avons aligné nos meilleurs nageurs GM le long du bord de la piscine, la longue piscine scintillante de Playa, disposée en largeur pour la course. J'étais au micro et annonçais les nages, papillons, dos crawlés, tout y passait, éliminant les 2 ou 3 derniers nageurs à chaque tour. Je me préparais à un événement de routine, mais un couple dans l'eau écrasait la compétition, devançant les autres de plusieurs longueurs, comme ils possédaient la piscine. Quelques jours plus tard, je l'ai vu dominer au water polo, se déplaçant dans l'eau avec une essence déconcertante. La curiosité l'a emporté, alors je me suis approché de la femme, me présentant avec un sourire. Vous faites quoi, vos deux? Et je demandais sans idée. Elle a souri chaleureusement. Je suis Summer Sanders. Ma mâchoire s'est décrochée. Summer Sanders, quadruple médaillée aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, 2 or, un argent, un bronze, graciant notre petite journée olympique. Elle était d'une gentillesse sans borne, partageant même des conseils pour m'affiner ma technique de natation quand je lui ai demandé. Son mari, un récent olympien américain d'Atlanta, était tout aussi impressionnant. Mon souvenir précieux, une photo avec Summer, un trésor de cet instant étoilé à Playa. J'ai eu un autre moment mémorable avec la famille Sanders, mais je garderai cette histoire pour l'épisode de Lindeman Island. Je dois partager une dernière histoire sur la journée olympique à Playa Blanca. Après avoir vu 10 ans de journée olympique au Club Med, on pourrait penser que les moments se mélangeaient tout. Mais il y a une que je n'oublierai jamais. Cette saison-là, Aranio, ou El Guapo, comme j'aimais l'appeler, espagnol pour beau, était responsable de la voile. Une semaine, il a été désigné capitaine d'équipe. Nous avons tout marché jusqu'à la plage pour le premier événement, Dizzy Bat, aussi appelé Dizzy Izzy. Pour les non-initiés, c'est quand GM pose son front sur l'extrémité d'une batte, tourne 10 fois autour, puis essaie de courir ou d'accomplir une tâche ridicule, tout en étant complètement désorienté. Le premier GM d'Aragnon s'est avancé, s'est penché sur la batte et a commencé à tourner. Et c'est là qu'El Guapo s'est transformé. Il s'est lancé dans une tirade motivationnelle qui aurait rendu David Goggins fier et Tony Robbins jaloux. Il criait, encourageait, poussait son GM avec une intensité hilarante et exagérée, comme si le sort du monde libre dépendait de la course de ce pauvre gars étourdi. Je l'admets, c'était déjà assez drôle en soi, mais ce qui a rendu le moment légendaire, c'était d'être à côté de Patrick Serva, notre chef des sports. Patrick était toujours composé,
calme, presque stoïque. Et tout mon temps là-bas, je ne l'avais jamais vu éclater de rire. Mais quand Ragno s'est transformé en sergent instructeur coach de vie pour ce GM étourdi, Patrick a complètement craqué. Il s'est effondré de rire plus fort que je ne l'aurais cru possible. Larmes, pliées en deux, tout y était. Et ça a donné le ton. Ragno a apporté cette même énergie toute la journée, des courses d'abattre jusqu'au concours final du concours de bière à 6h30 le soir. Il n'a jamais relâché. Après une décennie de journées olympiques, je peux dire avec assurance, Ragno était le meilleur capitaine que j'ai jamais vu. Sans conteste. Tu me manques, El Guapo. Je dois partager cette histoire de jeu de piscine. Elle m'est restée en tête toutes ces années et me fait encore rire à chaque fois que j'y pense. Il y avait ce couple que je voyais traîner autour de la piscine toute la semaine. La gare était un géant, environ 1,93 m et facilement 100 kilos de muscles solides. Chaque jour, je l'invitais à rejoindre notre jeu de piscine et à chaque fois, il souriait et déclinait poliment. Sa petite amie Rainey Chrisman se démarquait aussi. Elle jouait au volleyball à l'université Pepperdine et n'était pas une athlète ordinaire. En 1993, elle était une sélection de la deuxième équipe All West Coast Conference, une frappeuse extérieure féroce avec 145 smash et 304 récupérations cette saison-là. Vers la fin de la semaine, nous avons organisé une compétition de natation. Puisque son petit ami m'avait déjà refusé 6 fois et semblait totalement détendu, allongé sur sa chaise avec un bière à la main, j'ai décidé de lui demander, en plaisantant, s'il voulait participer à la compétition de natation, le jeu de piscine le plus exigeant de la semaine. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le prenne au sérieux, alors je me suis retourné et je me suis dirigé vers la piscine. Puis je l'ai entendu. D'accord, Greg, je vais le faire. Je me suis retourné, incrédule. Était-il sérieux? Quand j'ai crié à vos marques, prêt, partez, ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce gars n'a pas simplement nagé, il a explosé dans l'eau, son torse supérieur émergeant de l'eau alors qu'il avançait avec une puissance incroyable. Je n'avais jamais vu quelqu'un nager comme ça, surtout quelqu'un bâti comme un ailier de la Ligue nationale de football américain. Il a absolument écrasé la compétition, gagnant de loin, puis s'est calmement rassis avec un bière comme si de rien n'était. J'étais stupéfié. Je devais savoir comment il avait fait. Comment? Je demandais encore émerveillé. Avec un sourire calme, il a dit, j'ai joué sur l'équipe waterpolo à Pepperdine. Nous nagions plus que l'équipe de natation. Depuis ce jour, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre nager avec une telle puissance explosive et en mangeant de l'eau comme ça. C'était un moment qui m'a marqué. Moitié admiration, moitié incrédulité et totalement inoubliable. J'ai presque omis cette histoire parce qu'elle était tellement ridicule, mais elle m'a resté. Alors la voici. Le local des sports terrestres à Playa était caché sous la piscine et il était assez sombre, humide, un peu accueillant qu'on pourrait l'imaginer. Un jour, j'ai allumé la lumière et je me suis figé. En regardant depuis le mur, il y avait quelque chose tout droit sorti d'un film Alien. Il avait le corps d'une fourmi géante, des mandibules énormes, des ailes comme une libellule, et il faisait facilement la taille de ma main. Un véritable cauchemar. J'ai fait ce que tout jeune homme courageux ferait, fermer la porte et m'enfuir. Le lendemain, j'ai rassemblé le courage de jeter un œil à nouveau. La créature n'avait pas bougé, exactement au même endroit sur le mur, comme si elle m'attendait. Je n'ai pas pu me ressoudre à la tuer, alors je l'ai juste laissée là. Tout au long de la saison, c'est devenu mon petit secret bizarre. Je me demandais nonchalamment au GM, voulez-vous voir quelque chose de cool? Avec le recul, les femmes pensaient probablement que j'allais les emmener quelque part pour flirter. Au lieu de cela, je les escortais fièrement jusqu'au local et révélais mon monstre insecte.
À ce jour, je pense que c'était peut-être une Dobson Fly. Elle se trouve en Amérique, en Asie et en Afrique du Sud. Mais c'était avant Internet et les smartphones, donc votre supposition vaut la mienne. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais quitté demeure de toute la saison, comme une sorte de colocataire grotesque. Et en parlant de colocataire, l'autre créature qui me tenait compagnie était un grenouille, mais pas n'importe quelle grenouille. Une grande grenouille que j'ai jamais vue de ma vie. La première fois que je l'ai repérée, j'ai presque sauté à travers le toit de ma douche. Elle était là, dans le coin, calme comme tout. Ne voulant pas lui faire de mal, je l'ai ramassée et relâchée dehors. Problème résolu, ou du moins que je le pensais. Le lendemain, elle était de retour, exactement au même coin de ma douche. Il s'avérait que c'était une grenouille arboricole mexicain et apparemment, c'était sa douche. Finalement, j'ai abandonné et j'ai laissé rester. Nous partagions l'espace. Elle ne s'est jamais plainte et moi non plus. Par contre, les tremblements de terre de Playa Blanca m'ont secoué littéralement. Le premier a frappé une après-midi paresseux alors que je me prélassais au lit avec ma petite amie. Soudain, le lit a bondé comme un marteau pilon, martelant le sol car elle est dans une frénésie de haut en bas. Nous nous sommes figés, les yeux écarquillés, alors que la pièce tremblait autour de nous, mon cœur battant comme la terre elle-même. C'était mon baptême dans les secousses du Mexique, une expérience inoubliable et surréaliste. Le deuxième 16 était moins dramatique, mais a conduit à un moment palpitant. Il a frappé l'après-midi avant le journée olympique, après le spectacle Africa. Toujours pieds nus, je me faufilais dans la pénombre près du théâtre vers le champ de tir-lac, récupérant un filet de hockey pour notre match de hockey sur la piste de danse. Une fissure irrégulière dans le chemin du béton a attiré mon attention. Je me suis accroupi pour regarder de plus près le visage à quelques centimètres de la fissure pour réaliser que ce n'était pas une fissure, mais un serpent noir de 5 pieds, enroulé et luisant. Je me suis figé, me préparant à une morsure sur mes pieds nus. Le serpent s'est glissé à loin, me laisse allaitant de soulagement, mon pouls battant plus vite que n'importe quelle saison. 20 mars 97, Playa Blanca scintillait de romantisme alors que Loulou, notre chef de village, épousait sa partenaire de longue date. La cérémonie du soir à 6 heures s'est déroulée sur les terrains du village, une vision d'élégance. Le couple est arrivé en calèche tirée par des chevaux, rayonnant sur le ciel crépusculaire, et des vœux se sont déroulés sans écrou, couronnés par un spectacle spectaculaire pour les jeunes mariés qui a laissé tout le monde émerveillé. Loulou, en tant que manager, était un tourbillon. Elle parcourait Playa avec le chef de maintenance, via à des jardins luxuriants, des chambres impeccables et des réparations rapides. Bien que Playa soit le plus petit village du Club Med, une visite prenait à peine quelques minutes. Sa présence était immense, conquérant le cœur des GM. Mensuellement, elle organisait des sorties pour les chefs de service, chacune plus époustouflante que la précédente. Ma petite amie, une chef de service, entraînement plein d'histoires de ses aventures. Ces discussions à table ronde avec les GM étaient magistrales. Assignant des JO aux invités français, américains et autres, elle posait des questions incisives, demandant toujours pas, sur une échelle de 1 à 10, comment est notre équipe de JO? Un score inférieur à 10 éveillait sa curiosité. Mais pourquoi? Les GM restant plus qu'une semaine faisaient face à ces vérifications chaleureuses et approfondies sur leur séjour et leur géo préféré. L'équipe incroyable de Gio et Loulou ont transformé Playa Blanca en le meilleur complexe de la zone nord-américaine du Club Med cette saison-là. Combiner ce niveau de minutie et d'attention aux détails avec une équipe exceptionnellement talentueuse, et je parle d'au moins 25 Gio, véritables stellaires, le talent était partout où vous regardiez et le résultat était rien moins qu'une saison fantastique. Cette équipe de JO a valu une visite d'un vice-président du siège, impatient de découvrir les secrets derrière nos excellentes évaluations des clients. Je me souviens vivement de cet exécutif, prenait oncle Harry à part,
un GM qui vivait parmi nous, dans une discussion approfondie sur le succès du Playa. Qui de mieux pour leur raconter que Larry, un invité émergé dans le charme de notre village, partageant de la première main pourquoi l'équipe du JO faisait briller Playa plus que jamais. Je me préparais à une autre semaine trépidante de Playa quand le rumeur s'est répandu comme une traînée de poudre. Carnage arrivait. Pour ceux qui savent, Carnage était un groupe légendaire d'ex-JO et JM qui débarquaient dans un village et vivaient pleinement leur nom, déchaînant une chaos glorieux. Leur leader, Stan Brackheim, un ancien JO de sport terrestre, est entré dans ma vie alors que je traînais dans le restaurant, luttant contre ma maladie mensuelle. Malgré mon brouillard fiévreux, le charme de Stan était indéniable. Un gars vraiment génial, menant de groupes vivants, de gars et des filles qui ont bouleversé Playa cette semaine-là. Je l'ai recroisé dans mon prochain village où nous avons fait l'équipe pour le volley à deux et dominer le terrain avec un flair imparable. Quelque part, mon chapeau carnage reste un souvenir précieux de cette équipe sauvage et inoubliable. Veuillez écouter l'interview de Stan Brackheim sur My First Season où nous parlerons de son parcours au Club Med. Je me souviens de la dernière semaine à Playa comme si c'était hier. Elle coïncidait avec une pause scolaire, ce qui signifiait que nous avions soudainement d'environ 250 professeurs sur place cette semaine-là. Les hic, environ 250 d'entre eux étaient des femmes et seulement environ 50 GM hommes. J'ai annoncé cette petite statistique dans le bus pendant la récupération et je n'oublierai jamais les regards des GM femmes. Elles n'étaient pas ravées. Mais un GM homme s'est levé, a marché dans l'allée et m'a embrassé sur la joue comme si je venais de lui annoncer la meilleure nouvelle de sa vie. Ma petite amie n'était pas aussi enthousiaste. J'étais sous surveillance toute saison. Si nous étions à la discothèque et qu'elle allait aux toilettes, soudain, j'étais entouré et ce n'était pas juste moi. Tous les JO hommes recevaient une attention supplémentaire cette semaine-là. Nous avons survécu cependant et quand les derniers JM sont partis, nous avons organisé une célébration et fermé l'endroit. Il y a toujours quelque chose de spécial pour moi à ouvrir et former un village de Club Med. Mais Playa Blanca, celui-là était le plus spécial. Alors que la saison de Playa touchait à sa fin, une ombre douce amère s'est abattue. Ma petite amie et moi devions nous séparer. Elle partait pour Otranto, en Italie, avec Loulou, tandis que m'on offrait les spots terrestres à Moorea, une destination de rêve. J'étais attiré par Moorea, captivé par ses eaux turquoises et son charme vif. Ma décision a été influencée par les souvenirs d'instructeurs de plongée que j'avais rencontrés à celui-ci, nommé Cam, qui ne cessait de parler de son temps au Club Med Moorea. Son enthousiasme lui a valu le surnom de Cam Moorea parmi les JO, car il partageait son amour pour l'île avec quiconque voulait l'écouter. Inspiré, je me suis promis d'y travailler un jour, mais d'abord, je me suis dit, va en Italie, Greg. Le Club Med Moorea sera toujours là. Malheureusement, 4 ans plus tard, le village de Moorea a fermé ses portes. Mais après avoir appris que Michele et Pippo, fraîchement promu chef des sports, partaient aussi pour Toronto, avec ma petite amie, j'ai hésité. Le brouillard du temps brouillé, pourquoi? Mais j'ai ensuite demandé à Loulou si je pouvais les rejoindre à la place. Elle m'a accueilli avec un hochement de tête, ouvrant la porte à ma meilleure aventure européenne. Cette saison à Playa était enchantée, donnant naissance à 3 futurs chefs de village et 3 chefs des sports, moi inclus. Ouvrir et former un village comme Playa Blanca est surréaliste. Arriver avant le GM, teaser de la magie, puis s'attarder là que les derniers échos s'estompent. Le charme de Playa persiste, les virées en margarita, les expéditions en kayak, les péteries d'Oncle Larry, les pique-niques du mercredi pour la journée mexicaine sur l'herbe et les incroyables pique-niques hebdomadaires de Tim. Playa Blanca aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Et voilà, ça c'est la fin de cet épisode. La prochaine sera ma saison à Toronto, l'été 97.
Et encore une autre fois, français est ma deuxième langue. Alors, je me suis, je suis vraiment désolé pour tous les erreurs que j'ai faites et pour mon accent mi-québécois, mi-français. Alors, à la prochaine fois. Bye.